Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Édouard Balladur, ancien Premier ministre. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Édouard Balladur et bonjour. Bonjour. Vous qui parlez si peu. Dans l'affaire Bettencourt, la justice vient de déclarer Nicolas Sarkozy innocent après 2 ans et demi d'enquête. Qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement ? Je m'en réjouis et je trouve que ça n'est que justice. Nicolas Sarkozy rappelle dans le texte qu'il a publié combien la présomption d'innocence est un principe fondamental. On ne gagne jamais à calomnier, on ne fait qu'abaisser la démocratie. Il y a plusieurs principes fondamentaux en matière de justice. Il y a la présomption d'innocence, bien sûr. Il y a le secret de l'instruction. Et il y a aussi le secret du délibéré des juges, qui est une garantie de leur indépendance. C'est 3 principes fondamentaux. Ils sont respectés ? Pas toujours. Oui. Pas toujours. Vous en souffrez, vous ? Moi, personnellement, non, pas particulièrement. Et la présomption d'innocence, est-ce qu'elle vous paraît trop souvent négligée aujourd'hui ? Oui, c'est un peu d'ailleurs la conséquence de la médiatisation, qui est un phénomène de notre époque contre lequel il est très difficile de lutter. Mais il faut faire avec. Nicolas Sarkozy remercie aussi tous les fidèles et Jean-François Copé, mais il ne parle pas de François Fillon. Écoutez, il parle de ceux dont il estime devoir parler. Il y a beaucoup de gens dont il ne parle pas. Oui. Vous voulez dire qu'ils auraient dû parler de vous ? Oh, pas du tout, non. Mais je ne suis pas à la recherche de ce type de publicité. Avec François Fillon, la rupture est consommée. C'est-à-dire qu'une fois encore, la droite est en morceaux. J'espère que non. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que la droite remette de l'ordre dans ses affaires, pour parler clair. De l'ordre dans ses affaires, ça veut dire d'abord de l'ordre dans son organisation et en second lieu de l'ordre dans les idées. Notre pays traverse une crise très grave en ce moment, qui n'est pas seulement une crise économique ou de l'emploi, qui est une crise morale, une crise politique, et qui touche aussi bien la droite que la gauche. Et l'une comme l'autre ont pour devoir d'être un peu au-dessus de ce qu'elles sont en ce moment. Mais vous avez connu des périodes où tel ou tel était contre tel ou tel. Enfin, ça a duré tout au long de la Ve République, que ce soit avec la droite ou la gauche. Et quelquefois, vous en avez souffert à droite. Qu'est-ce que vous dites à Fillon, François, et à Nicolas Sarkozy ? Écoutez, ce que je leur dis, c'est qu'il faut prendre en compte les réalités, c'est que la compétition fait partie de la politique, vous avez raison de le rappeler, Jean-Pierre Elkabbach, mais qu'elle ne doit jamais s'abstraire ni se libérer du respect d'un certain nombre de principes. Et le principe fondamental, c'est de proposer au pays des mesures courageuses pour sortir de la difficulté. Et qui a le plus d'étoffe pour le faire ? Nous verrons bien le moment. Mais par exemple, s'il le décide, Nicolas Sarkozy, son retour en politique, est-ce qu'il est désormais plus facile après hier ? Je pense que de toute manière, il n'est pas pour demain, ce retour. Je pense que son intérêt n'est d'ailleurs pas que de se presser. Donc, faut-il qu'il le dise ou qu'il le taise ? C'est à lui à l'apprécier. Mais à votre avis, qu'il le taise ? Il vaut mieux se taire encore, oui. Vous publiez, Édouard Balladur, La tragédie du pouvoir, les 3 derniers mois de la vie de Georges Pompidou. C'est un témoignage unique, profond, bouleversant. Et puis les gens, ceux qui ne sont pas insensibles, pourront à tel ou tel moment même verser des larmes, je crois. Jusqu'au bout, à l'Élysée ou chez lui, quai de Béthune, vous l'avez vu, Georges Pompidou, et vous lui avez parlé tous les jours. Qu'est-ce qu'il savait de sa maladie, lui ? Je ne sais pas très bien ce qu'il en savait. Ses médecins m'ont dit qu'il la connaissait à 80%. Mais c'était une maladie qu'on venait de découvrir d'ailleurs et dont les médecins eux-mêmes ignoraient quel pouvait être le déroulement et les effets. Qui savait ? Sa femme, son fils, Alain ? Écoutez, je ne le sais pas, mais son fils sûrement. Mais je répète, c'était une maladie nouvelle, une maladie inconnue sur laquelle il était difficile de faire des pronostics et ce qui explique d'ailleurs que les médecins étaient en quelque sorte dans l'attente et ne voulaient pas donner de prévisions trop précises car ils craignaient d'être démentis. C'est-à-dire qu'à la fin, quand il est mort, ils ont dit la vraie nature de sa maladie. Est-ce qu'il se doutait, Georges Pompidou, de son état et de ses chances de durer ou pas ? Certainement oui. Certainement oui, même s'il ne connaissait pas les dates, il se savait en danger, pour parler clair. Mais en même temps, il y avait chez lui quelque chose de très fort qui était le sens de sa responsabilité vis-à-vis des Français. Il l'avait élu, les Français, il estimait donc qu'il devait accomplir son devoir jusqu'au bout de ses forces, et il espérait être en mesure d'avoir la lucidité nécessaire le moment venu pour décider de ce qu'il devait faire. Et il ne cachait pas sa souffrance, quelquefois devant vous ?
Je lis, je n'en peux plus, ce n'est plus supportable, ça pourra plus durer très longtemps. 20 mars 74. Vous répondez vous-même à la question, c'est qu'il ne la cachait pas toujours, en tout cas en privé, mais en public, il faisait toujours preuve d'un très grand courage. On ne révélait rien aux Français à l'époque. La version officielle, il avait une forte grippe. Mais personne n'y croyait, M. Balladur. Personne n'y croyait, c'est vrai, et lui non plus, tout le premier d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on publiait les conséquences de la maladie dont il était atteint, et qui était un handicap très lourd pour lui, mais non pas les causes. Alors si vous voulez qu'on parle du secret médical, je suis tout prêt à en parler. Parlez-en. Voilà. Puisque vous vous posez la question, répondez. Oui, mais c'est une question que je me suis posée sans cesse, et notamment en fonction, si j'ose dire, de moi et de ce qu'était mon devoir. Mais est-ce que vous avez fait votre devoir ? Est-ce que ça veut dire... est-ce que vous lui avez conseillé, par exemple, de décider de lui-même de se retirer ? J'ai beaucoup hésité à le faire. Mon attitude générale, ce n'est pas de forcer les confidences de ceux auxquels je m'adresse. Et puis, je ne voulais pas paraître... pénétrer dans son intimité de façon je dirais, indélicate. Cela étant, j'en étais arrivé à la fin à la conviction que je devais lui parler, car j'étais convaincu que lui-même savait bien que je n'avais en vue que son propre intérêt et celui de notre pays, et non pas un intérêt personnel à ce qu'il parte ou à ce qu'il reste. Pendant longtemps, il a voyagé, il avait physiquement changé. On peut voir les images au moment de son voyage à Reykjavik. Et puis le dernier déplacement en Russie, à Pitsunda, il continuait quelquefois à présider les conseils des ministres quand il n'était pas chez lui. Est-ce qu'il dirigeait vraiment le pays ? Parce qu'on va retrouver ça avec François Mitterrand plus tard. Est-ce qu'il dirigeait le pays ? Oui, je sais d'ailleurs qu'un des reproches qui m'a été fait, ça a été de me complaire à l'exercice quelque peu occulte du pouvoir, ce qui est totalement faux et injuste. Il est vrai qu'il était moins présent sur les affaires quotidiennes, mais il est vrai aussi que c'était lui qui prenait les décisions essentielles pour l'avenir du pays, que ce soit économique ou que ce soit politique. Mais vous les lui présentiez ? Bien sûr. Oui, il faut passer par Balladur. Il fallait bien que quelqu'un les lui présente, c'est ce que je faisais, mais j'exécutais les directives qu'il me donnait. Il a été constamment présent dans toutes les grandes affaires jusqu'à la fin. Oui, vous considérez que c'est le meilleur président de la Ve République après le général de Gaulle ? Oui, et vous à la fois par les capacités, par le caractère. Et autour de vous deux, la vie continuait. En même temps, il y a les tensions et les ambitions à l'intérieur du gouvernement. Oui. De ceux qui se préparaient à la succession. Oui. Oui. Il faut lire le livre. Et je recommande vos portraits du fidèle impulsif Jacques Chirac, de Valéry Giscard d'Estaing et de quelques autres. Est-ce que je peux... Oui, et c'est vous, Édouard Balladur, qui déteniez l'enveloppe avec le testament que Georges Pompidou vous avait confié lui-même quelques mois avant. Quelques mois avant, il m'a dit « Oui, je vous remets mon testament, mais enfin, vous le remettrez le moment venu à ma famille, mais le moment venu, m'a-t-il dit, mais ça ne veut pas dire qu'il va venir. » Puisque vous avez été le Premier ministre de cohabitation de François Mitterrand, vous avez été ensuite candidat à l'Élysée. M. Balladur, la justice veut toujours savoir comment vous avez financé votre campagne de 1995. Est-ce que vous pouvez le dire ? Oh, très, très, très facilement. Ma campagne de 1995 a été financée dans le respect des règles en vigueur. C'est-à-dire dans le respect des règles en vigueur, je n'ai pas à en dire plus. Elle a d'ailleurs été validée par le Conseil constitutionnel, par une décision qu'il a prise il y a 18 ans, et qui s'impose à tous avec, dit la Constitution, une autorité souveraine. Vous voulez dire même à la justice ? S'impose à tous. Vous voulez dire que les comptes, sont validés sont définitivement validés. Mais sont définitivement validés. Il n'y a pas deux catégories de décisions du Conseil constitutionnel, celle qu'on peut méconnaître et celle qu'on doit respecter. Sans quoi il faudrait qu'on m'explique sur quelle base on opérerait pareille discrimination. Mais quand on parle de financement occulte d'un lien avec l'affaire Karachi... Oui, eh bien, je vous ai répondu, il n'y a pas de lien avec l'affaire Karachi, c'est parfaitement clair, à mes yeux. Oui. Et à l'époque, il était permis et facile d'utiliser, si vous me permettez, à son gré les fonds secrets. Est-ce que vous l'avez fait ? Non. C'est une affirmation définitive. Mais c'est une affirmation qui correspond à la réalité. Et est-ce qu'on l'aurait fait pour vous, avec votre accord, ou même à votre insu ? Jean-Pierre Elkabbach, à votre insu. N'allons pas plus loin si vous voulez bien. Vous n'êtes pas juge d'instruction et je ne suis pas devant vous en cette qualité. Oui. Je vous répète qu'il y a une autorité du Conseil constitutionnel qui s'impose à tous, qu'il n'y a pas
des cas dans lesquels le Conseil constitutionnel serait infaillible et d'autres dans lesquels il serait faillible. Vous n'avez jamais été entendu par la justice. Qu'est-ce que vous réclamez ce matin, par exemple? Mais je ne réclame rien du tout. Quand on Et parle si- de la Cour de justice de Oui, la République? Eh bien, si ça devait être le cas, j'accueillerais cette éventualité avec le calme d'une conscience en paix avec elle-même. Vous y êtes prêt? Vous y êtes prêt? Oh, si, éventuellement. Merci d'être venu. Merci beaucoup Édouard Balladur, mais Édouard Balladur qui se réjouit également du non-lieu dont a bénéficié Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. Ce n'est que justice, vient de dire sur Europe 1 l'ancien Premier ministre. Demain, Jean-Pierre Elkabbach. Eh bien, je recevrai le Premier ministre qui fait preuve d'une grande discrétion avec vous et à un moment où il devrait faire preuve d'autorité et d'imagination. Jean-Marc Ayrault, invité exceptionnel d'Europe 1 à partir de 8h15 demain matin. Europe 1, 8h27. Une des